Merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Renforcer son partenariat et sa présence en Polynésie, la ministre australienne des Affaires étrangères fait une escale polynésienne. L'Australie, qui est le seul à avoir une représentation diplomatique dans chaque pays du Pacifique. Les convoyeurs de cocaïne suédois, finalement jugés le mois prochain à la demande du procureur général. Une décision qui ne convient pas à leurs avocats. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Elle assure des soins spécialisés au plus près de la population de la presqu'île qui, pour être suivie, devait faire 100 km et donc 2 heures au minimum de trajet. L'antenne médico-psychologique de Tayarapu Est rend un grand service aux malades. Visite guidée dans ce journal. Elle veut éduquer les futurs citoyens de demain à la préservation des océans. Maude Fontenoy est de retour en Polynésie pour réaliser des programmes éducatifs et un documentaire. Elle nous en dit plus. La célèbre navigatrice est l'invitée de ce journal. Et dans un monde de plus en plus connecté, coder devient aussi important que lire, écrire et compter selon les programmateurs informatiques. Une nouvelle école propose des cours à des enfants dès 9 ans. L'Australie continue d'étendre sa représentation dans le Pacifique. Il a désormais un consulat implanté en Polynésie. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong est venue l'inaugurer. En chiffres, la Polynésie et l'Australie, c'est à peine 5 milliards de francs pacifiques d'échanges commerciaux et moins de 1% de touristes par an. Mais le pays des kangourous veut développer sa coopération avec Tahiti et ses îles, surtout en matière de développement durable. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. L'hymne polynésien à la Chambre de commerce, un chaleureux bienvenue à l'université, mais des étudiants pas très tentés par l'Australie. J'ai plus choisi d'aller en France, continuer mes études après ma licence. J'aime bien étudier ici, j'aime bien le pays, c'est tout. Ça serait plutôt culturellement le problème parce que moi, j'arriverais pas à m'adapter à tout ce qu'ils font là-bas. J'étais intéressé à étudier là-bas vu on est dans une essence d'anglais et l'anglais ça a toujours été une de mes passions. La sénatrice australienne veut pourtant donner envie aux jeunes de tenter l'expérience dans un esprit de coopération et d'échange. Une autre manière de s'imposer dans la zone, comme un partenaire incontournable qui a désormais une représentation en Polynésie française. Cela fait de l'Australie le seul pays au monde à avoir une représentation diplomatique dans chacune des îles du Pacifique des pays membres du Forum. Les petits pays ne peuvent pas avancer tout seuls. Ils ont besoin du soutien de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui sont appelés grands frères. Car le consulat australien a désormais son étage en Polynésie, signe que les relations diplomatiques et commerciales vont évoluer. Ça ne peut que s'intensifier. C'est simplement, je veux dire, une recherche réciproque de partenaires aussi bien polynésiens qu'australiens. Dans le contexte indo-pacifique, l'Australie apporte son message. Elle souhaite une région stable, prospère et respectée, avec une ressource marine préservée, une sécurité sanitaire assurée et un environnement protégé. Nous sommes en plein tournant économique, donc je crois que travailler ensemble pour le monde que nous voulons dans la région est très important. L'inauguration aujourd'hui à laquelle nous avons assisté, c'est le signe concret, opérationnel de cette collaboration entre l'État français et l'Australie. Le développement durable pour une région pacifique plus indépendante, le premier objectif de cette coopération avec l'Australie. Et demain, on parle plus longuement de cette coopération dans votre matinale radio. La consul générale d'Australie, Claire Scott, sera l'invitée café. Près d'un mois, jour pour jour, après la saisie de 423 kilos de cocaïne sur un voilier, les 2 convoyeurs suédois comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Partis du Panama, ils devaient transporter la drogue jusqu'en Australie. Le procès est renvoyé au 17 novembre aux grandes dames de leur conseil juridique. Les explications de Caroline Fary et Jacques Damour. Les prévenus sont présents pour une comparution immédiate à délai différé. Le dossier de ces 2 Suédois doit en effet être jugé rapidement tout en respectant le temps des investigations nécessaires à l'enquête. Le matelot qui a reconnu les faits comparaît entravé. Le capitaine qui proteste de son innocence est sous contrôle judiciaire. Mais aujourd'hui, le procureur général demande un peu plus de temps pour continuer les recherches sur des appareils numériques saisis sur le bateau. Situation délicate pour le capitaine du navire qui doit subvenir à ses besoins dans un pays étranger.
On n'était pas opposé à un renvoi, mais on était opposé à un renvoi aussi long parce que ça engendre des frais pour mon client. Donc là, il a été maintenu sous contrôle judiciaire. On est en train de voir comment on va pouvoir faire pour qu'il puisse continuer à payer sa chambre, mais ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir jusqu'au 17 novembre. Les avocats de la défense espèrent une issue rapide au procès. Le matelot incarcéré subit, lui, un isolement au niveau du langage et de l'éloignement familial. Ce sont des personnes qui viennent de loin, comme je disais, même si peu importe ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, à la base, ce sont des êtres humains qui ont bien sûr des attaches en Suède, une famille en Suède, et qui aujourd'hui se retrouvent, j'allais dire, en Polynésie sans l'avoir voulu. C'était une simple escale. La destination finale des convoyeurs était l'Australie. Cette simple escale pourra leur coûter cher. Ils encourent des peines d'emprisonnement de 10 ans et plus de 800 millions de francs d'amende. Et l'ancien maire de Rangiroa, Teina Maraeura, a finalement été relaxé par la cour d'appel, rapporte Haiti Info. Un véritable coup de théâtre dans cette affaire du Fonds de développement des archipels, condamné à 5 ans d'inéligibilité en première instance, raison pour laquelle l'élu Tapura avait perdu sa mairie, mais conservé son siège à l'Assemblée. Le parquet a 5 jours pour former un pourvoi en cassation. Le gouvernement Tapura ne propose aucune nouvelle mesure pour l'année à venir, dixit à Hereia Porinitia, le parti qui annonce entamer une tournée dans les îles pour préparer les territoriales, mais aussi pour recruter celles et ceux qui souhaiteraient intégrer la liste et adhérer à son programme. Le groupe qui a réussi à obtenir 11 000 voix au premier tour des législatives part à la rencontre de la population. Nicole Sanker répond à Jacques Damour. C'est déjà de présenter qui sont les personnes qui sont adhérées à Porinitia dans les communes, donc de présenter nos équipes, mais aussi de présenter la base de notre projet, celui qui annonce un vrai changement. Donc le changement du modèle politique, le changement du modèle économique et aussi répondre aux questions de la population et faire connaissance, débattre avec eux sur leurs préoccupations du quotidien, sur leurs difficultés. Coup de projecteur à présent sur l'une des premières structures extra-hospitalières au Fénois, l'antenne médico-psychologique de la Presqu'île. Mise en place en 2020, elle permet de désengorger le service psychiatrique du CHPF dont le taux d'occupation était de 120% en 2018. Dans cette petite unité, on est au plus proche des patients, on les accompagne et surtout, on les suit dans leur quotidien pour une meilleure réinsertion dans la société. Le reportage de Mélodie Ouhila-Mouafa et Hubert Liao. Pour la séance de psychoéducation de ce jeudi, Vincent, infirmier en psychiatrie, va parler d'alimentation. Un thème qui semble intéresser les 5 patients qu'il suit depuis plusieurs mois. L'hygiène de vie, c'est aussi important que les traitements pour se soigner, pour se guérir. On essaye de leur donner des idées, en fait, des programmes un peu, des journées types en fait, pour organiser le quotidien, quoi. Un suivi, une aide au quotidien, la bonne formule pour James. Diagnostiqué schizophrène il y a 12 ans, la vie n'a pas été facile pour lui et son entourage. C'était difficile pour moi au début. Après, maintenant, c'est bon. C'est quoi qui était difficile, en fait? Ne pas savoir? Oui, ne pas connaître ma maladie. Comment ça se passe maintenant? Comme les gens normaux. Je vis avec ma maladie. Ray, 34 ans, est psychotique. Enfance difficile, précarité sociale, problème avec la justice, des épisodes du passé. Aujourd'hui, il réapprend à vivre en société. Là, j'ai ma mère, et puis il y a quelqu'un qui est là pour me garder. Je me suis un peu sorti de la drogue, quoi. J'ai allumé à vivre avec eux, quoi. À l'antenne médico-psychologique de la Presqu'île, les équipes n'arrêtent pas. Visite à domicile, rencontre avec les familles. La cellule réhabilitation de son côté accompagne et travaille sur les ressources de ces personnes mises de côté. On va créer un lien autre que le côté santé où on va proposer des traitements, des RAO, des injections, où là des fois ça peut aussi faire peur aux patients. Là nous on va agir comme
comme des infirmiers, des éducateurs, mais qui vont être présents dans la vie de la personne pour l'accompagner dans son projet à lui. Quand une personne après redécompense, donc décompenser c'est retomber un peu donc les symptômes qui reviennent, là il va nous reconnaître tout de suite. Un travail de longue haleine avec un manque notable de structures extra-hospitalières. L'idée est de prendre soin de sa santé mentale dès les moindres signes. C'est pas parce que qu'on va avoir un toté qu'on est fou. On va avoir un toté parce qu'on est fragilisé. On va avoir un toté parce qu'on a des difficultés. Et on peut parfois trouver des solutions simples ensemble. Donc c'est important de pouvoir pousser la porte et de ne pas avoir honte. En Polynésie française, plus de 650 personnes sont suivies en psychiatrie chaque année. Nous vous en parlions la semaine dernière. La navigatrice Maude Fontenoy est de retour à Tahiti, non pas pour une traversée de l'océan Pacifique à la rame, mais pour mettre en place des programmes éducatifs de sensibilisation à la protection de l'environnement marin. Ils seront destinés à 55 000 écoles de Polynésie et de l'Hexagone. Elle est sur notre plateau ce soir pour nous en dire plus. Maude Fontenoy, Yorana. Yorana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la première ce soir. Alors vous êtes une navigatrice célèbre, je le disais, ambassadrice auprès de l'éducation nationale, mais vous êtes surtout connue pour votre engagement pour la sauvegarde des océans. Le choix de la Polynésie était pour vous une évidence? Alors c'est un grand bonheur pour moi. J'ai un petit coup de froid d'être de retour sur le Fénois. Et en plus, je suis venue avec mes enfants. Et sur mes 4 enfants, j'en ai 2 qui sont nés ici, qui sont des petits Polynésiens. Après ma traversée à la rame, pour moi, j'ai un attachement vraiment très fort ici avec les îles. Et surtout avec l'engagement du pays pour la préservation du Grand Bleu. Vous êtes la richesse de la France. C'est vraiment un modèle, la Polynésie. Moi, je trouve que chacun ici est conscient que le Grand Bleu qui fait partie du territoire est vraiment part de la solution et qu'il faut préserver ce Grand Bleu pour assurer la survie des humains. Et c'est pour ça que j'ai toujours envie en métropole de raconter ça. Et ça se fera à travers ce programme éducatif qu'on met en place avec un partenariat ici local avec l'association Te Mana o Te Moana, avec lequel je travaille depuis très longtemps. Nous, en métropole, on travaille dans les maternelles, dans les primaires, dans les collèges, dans les lycées. Et là, on va continuer, mais en racontant aussi ce qui se fait ici de formidable et comment, à travers une petite tortue, on comprend le lien entre la mer et la terre. Et on comprend que finalement, dans ce Grand Bleu dans lequel on a l'habitude de se baigner, c'est aussi bien plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire qui vient de l'océan. C'est pas les forêts amazoniennes qui oxygènent le monde, mais c'est d'abord l'océan. Ensuite, c'est près de 22 000 médicaments qui viennent de la mer, des solutions pour nous soigner qui viennent là du Grand Bleu autour de nous. Après, ça va être la régulation du climat, mais ça va être aussi la marmite de l'humanité. Et Dieu sait ici qu'on fait très attention à la pêche, mais ça va être également tout ce qui concerne les énergies de demain. Aujourd'hui, ici, en Polynésie, on teste comment aller chercher justement le froid dans les profondeurs et une climatisation naturelle. Donc les solutions sont là, et c'est ce que j'essaye, moi, de raconter aux petits métropolitains, pour leur dire, voilà, la Polynésie, c'est pas seulement une carte postale magnifique, mais c'est aussi un engagement fort pour la préservation de ce Grand Bleu qui nous apporte des solutions même très loin. Vous parlez de l'association Te Mana o Te Moana, justement, une association qui œuvre aussi pour la protection de l'environnement marin au Fénois et la sensibilisation du public. En quoi est-ce que cette association est un appui fondamental dans la réalisation de ces programmes? Non, c'est très important qu'on soit nombreux, qu'on mène des partenariats ensemble. Et c'est vrai que ce que fait l'association ici depuis toutes ces années pour la préservation des tortues, pour les soigner, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les tortues, la grande menace, c'est qu'elles mangent du plastique, elles vont parfois être blessées par les hélices. Et donc, voilà, aujourd'hui, il faut vraiment des gens très engagés. Je sors dans une quinzaine de jours un livre sur les femmes, et sur les femmes à travers l'histoire des femmes qui se sont engagées pour la mer. Des femmes qui, en 1700, étaient des femmes pirates, comme des femmes qui se déguisaient en hommes pour être acceptées sur des bateaux, les premières femmes dans les profondeurs, les premières femmes océanographes. Et dans toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, se sont engagées pour l'avenir de la mer, eh bien, il y a Cécile Gaspard, la présidente de l'association ici, qui est une de ces femmes, pour moi, qui fait aussi la différence. On a besoin vraiment de tout le monde pour assurer la préservation de ce qui nous fait tant rêver,
mais qui nous apporte aussi des solutions pour régler nos problèmes sur Terre. Alors très rapidement, puisque le temps nous manque, justement, c'est aussi ce que l'on verra dans le documentaire qui est en préparation. Absolument, j'ai voulu, avec Canal+, on fait un grand documentaire magnifique et j'ai voulu qu'il soit tourné en Polynésie, tellement j'aime le fénois. Et on va mettre en avant les Polynésiens, les femmes et les hommes et les solutions pour parler de cet océan qui est cet océan d'avenir que représente le Pacifique aujourd'hui. Donc je vais revenir déjà fin novembre en essayant d'aller à la rencontre dans les îles de toutes ces belles actions. La Polynésie qui sera encore visible au niveau national. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maud Fontenoy d'avoir été sur notre plateau ce soir avant de prendre l'avion puisque vous repartez ce soir. Mais je reviens vite. Merci beaucoup. Le codage informatique dès le plus jeune âge est désormais possible au Fénois grâce à Skoda, une petite école créée il y a 1 an et demi. À sa tête, un couple, Teremu Maro et son épouse, tous deux programmateurs et développeurs informatiques. Leur objectif, développer le métier de codeur en Polynésie, un marché dans lequel la main-d'œuvre est quasi inexistante. Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Le Rubik's Cube, un vrai casse-tête pour une personne lambda. Pour ces codeurs en herbe, ce n'est qu'une formalité. Un moyen efficace surtout pour stimuler leur capacité à exécuter des calculs complexes. On leur apprend quelque chose de technique, mais on a une approche qui est active, une pédagogie active qui amène le ludique avec des activités manuelles. C'est ce qu'on appelle les activités déconnectées. Les gens ils se disent c'est du charabia, hein, tout simplement. La plupart se disent que c'est du charabia. Moi je le vois comme du texte. Franchement, un nouveau langage, en fait, un langage qu'on apprend tout simplement. À 12 ans, Evan s'est déjà créé un site internet. En préparation, la landing page de son site, c'est quoi le HTML? Cela a nécessité plus de 2 mois de codage. Aujourd'hui, elle est opérationnelle. Pour savoir comment fonctionne une page HTML, comment fonctionnent les codes, parce que c'est composé de codes, un site, et plein d'autres choses, par exemple l'histoire, le créateur, et des exemples de balises, parce que c'est composé de balises, un site internet. Heaven, lui, termine la page d'accueil de son site. Elle est dédiée aux joueurs de basket de la NBA, avec à la clé le statistique. Mon projet, c'est mes joueurs préférés. Okay. Je fais mes joueurs préférés. Comment ça marche? Je mets une image d'un de mes joueurs préférés, j'écris leur prénom et leur nom de famille. J'écris leur équipe et leur taille. À chaque période scolaire, il y a une thématique et un projet à réaliser et à rendre à la fin de la période scolaire. Actuellement, ils sont tous en train de créer une page web, une page internet sur le sujet qui les affectionne. Il y en a qui font une page sur le basket, un autre sur Lucky Luke, parce qu'il adore Lucky Luke. Ils sont vraiment libres et surtout, on essaye de stimuler leur créativité. Après 2 années de formation auprès de Teremu, Tinirao est aujourd'hui coach pour les enfants de 12 à 17 ans. Au départ, on le fait apprendre à coder une simple page internet. Sinon, il y a aussi d'autres modules qu'ils font, c'est en Python alors. Ils apprennent à coder des petits jeux. Comme à notre époque, il y avait des jeux sur Game Boy, ils font des jeux comme ça en fait. Développeur web, un métier d'avenir, que ce soit dans le domaine de la finance, du marketing ou de la communication. En Polynésie, ces acteurs numériques ne sont aujourd'hui qu'une trentaine. Et après Bora Bora, c'est à Ayatea que la dizaine d'enfants de l'association Sourire à la vie a posé ses valises pour la 3e fois sur l'île sacrée. Ils ont bénéficié de cours de yoga et visité un hameau biologique sur les hauteurs de Avera. Une pause loin des hôpitaux qui leur font énormément de bien. Le fondateur de l'association l'a dit à Julien Vescovali. C'est 100% bénéfique pour eux parce que déjà ça leur redonne confiance. On fait un travail pendant 3 semaines aussi avec le médecin qui est présent pour voir aussi c'est un énorme temps d'observation clinique de leur traitement, de comment est-ce qu'ils le prennent, de comment est-ce que ça se passe, de où est-ce qu'ils en sont, etc. Donc c'est extrêmement bénéfique. En même temps, ils vivent des moments extraordinaires et ils rattrapent un peu de l'enfance perdue. Et en même temps, médicalement, on a un travail à faire important.
Et 3000, c'est le nombre de participants attendus pour le Festival de la Jeunesse, une nouvelle édition dans laquelle diverses activités seront proposées, mêlant sport, culture, environnement et prévention. Tout cela au parc Paufei et sur l'esplanade de Toata pour réunir des jeunes de Tahiti, Auréa et des îles sous le vent. Au-delà de la fête, les futurs adultes réfléchiront également à des projets à mettre en place pour améliorer leur quotidien, des doléances qui seront partagées au gouvernement. Le directeur des services de l'Union pour la jeunesse répond à Heipu Atewira. Le ministère a tenu à ce que la manifestation ait aussi une portée un peu plus, je dirais, de réflexion. Et donc, il y a des activités liées à la prévention des risques, liées à l'employabilité des jeunes. Et on a un atelier qui s'appelle la priorité jeunesse. L'idée pour nous, c'est qu'au sortir de ces 3 jours de festival, eh bien, nous puissions présenter aux autorités, offrir aux ministres, au président du pays, aux responsables associatifs, eh bien, 10 à 20 priorités que les jeunes auront ensemble et de concert réfléchi et élaboré. Cet événement entièrement financé par le pays à hauteur de 60 millions de francs pacifiques se tiendra du 2 au 4 novembre. Et enfin, le badminton pour pratiquer du sport ou pour passer un moment convivial, c'est ce qui anime l'association sportive du personnel de l'éducation nationale. Plusieurs fois par semaine, ses membres se réunissent autour de différentes activités, comme le badminton. On voit cela avec Inacio Raveino et Marcel Bono. Dans la famille Aspen, je demande la motiver, sérieuse et appliquée à l'échauffement, comme en match. La fashion victime, pour qui chaque détail a son importance. C'est du jaune. Ça ira bien avec ma raquette. Pour le style, pour jouer. Et le néophyte, celui qui est là pour l'aspect social du sport, mais qui pousse le jeu et l'enjeu surtout à son paroxysme. T'es achevé là. T'as vu ce qu'il a voulu faire, hein? Ouais, j'ai vu. C'était un match de coupe. Toutes les balles sont des balles de coupe. Tous les volants sont des volants de Coupe du Monde. Tous sont donc membres de l'ASPEN, l'association sportive du personnel de l'éducation nationale. Ici, il n'est pas question de performance, mais de socialisation au travers du sport. Exit donc les déplacements fulgurants et autres réflexes inhérents au badminton et place à l'amusement. Des rencontres bi-hebdomadaires organisées depuis 1982, année de naissance de l'association. Avant de nous quitter, voici l'information principale retenue pour ce jeudi soir. Après les îles Cook, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est en Polynésie depuis hier soir. Une visite protocolaire pendant laquelle la sénatrice veut marquer la présence australienne dans la région. Et elle a insisté sur l'importance de l'union des pays membres du Forum du Pacifique pour se préparer à la crise économique à venir. Elle s'envole ce soir pour les Tonga. Nouvelles histoires de familles polynésiennes à découvrir ce soir dans votre émission Pa'aura, puis de nouveaux épisodes de la famille Greenleaf. J'ai été heureuse de vous accompagner cette semaine. Je cède ma place à Maruki Djuri et vous retrouve avec plaisir lundi soir. Prenez soin de vous et très bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.